On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle série qui prend l'affiche. Ça s'appelle Arto Musique, avec de la musique différente. C'est un mercredi à tous les mois et c'est présenté chez Arto au 37 de la rue Saint-Jacques et c'est lancé prochainement le 23 mars. Mais d'abord, parlons de gestion touristique parce que vous savez, désormais, le tourisme fait partie intégrante du Conseil économique et on vient de nommer tout récemment une nouvelle gestionnaire touristique. On vous la présente à l'instant, accompagnée de la présidente de l'organisme. Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région a procédé à la nomination d'une gestionnaire touristique. Je vous présente nos deux invités. D'abord, la présidente de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, également conseillère municipale, Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de cette nouvelle gestionnaire touristique du nom d'Isabelle Charlebois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. D'abord, Mélanie Dufresne, nous expliquer les raisons qui mènent à la nomination de la gestionnaire touristique. On sait que l'organisme a subi, disons, quelques changements au niveau de sa structure. On a également, disons, fusionné un peu les opérations avec le Conseil économique, quoiqu'il y a une branche touristique. Expliquez-nous peut-être un peu le contexte. Le contexte, c'est sûr que nous autres, le comité, les maires des différentes municipalités, avait comme raisonnement qu'aux touristes, on faisait beaucoup de gestion administrative, on dépensait beaucoup d'argent aussi, puis on voulait voir comment est-ce qu'on pouvait optimiser cette gestion administrative, puis peut-être la jumeler avec un autre organisme pour être capable d'économiser des sous. Puis on a découvert qu'on a une économie d'environ 50 000 $ qu'on peut réinjecter dans le développement touristique de notre région. Donc, pour cette raison, on a décidé de fusionner le tourisme avec le Conseil économique. Bien entendu, il y a eu plusieurs lois, plusieurs choses sont survenues durant la dernière année qui a fait en sorte que ça a stoppé momentanément nos démarches. Ouais. Maintenant, on a clarifié tout ça, on a fait des démarches auprès des avocats pour être capable de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pouvait faire une dissolution, comment est-ce qu'on pouvait arrimer les deux organisations ensemble pour que tout le monde soit gagnant, comment on pouvait aussi restructurer la gestion administrative, les payes, les assurances et ainsi de suite, pour voir que oui, c'était payant pour nous autres de le faire et puis on était prête à engager une gestionnaire touristique pour continuer nos démarches et notre développement. Donc, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu est toujours une branche du Conseil économique. Oui. Ça reste tel que tel. En même temps, on le sait, vous avez un nouveau président au Conseil économique. Il y aura éventuellement une nouvelle direction générale également. On connaît les changements de structure. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire du tourisme et en quoi la nomination d'une gestionnaire touristique va vous aider dans votre plan d'action? Bien, en fait, notre gestionnaire touristique, c'est tout comme si elle serait une directrice générale. La seule chose qu'elle n'aura pas à faire, c'est de s'occuper de la comptabilité, des payes, entre autres. Elle va avoir son budget, attitré à elle. C'est sûr que selon les règlements, selon la nouvelle charte du Conseil économique, nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment, à l'intérieur de cette charte-là, identifier l'autonomie du comité aviseur, parce qu'il va avoir, le CA va demeurer. Le CA Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région va demeurer. C'est sûr que légalement, on devient un comité aviseur, mais à l'intérieur de nos règlements, tout se change, tout se dit, tout se dicte. Donc, on va écrire ça de façon à ce que le comité aviseur soit autonome dans les décisions touristiques qu'on aura à prendre par rapport au budget qu'on aura d'allouer. Et présentez-nous Isabelle Charlebois. Donc, de quelle façon l'avez-vous dénichée? De quelle façon qu'on l'a dénichée? En fait, je pense qu'elle a envoyé son CV 2 fois, je pense. Ah oui? Oh oui, il est arrivé 2 fois, je pense, par courriel. C'est ça le truc. C'est ça le truc, oui, c'est ça le truc. Non, mais en fait, elle avait un beau curriculum. On avait beaucoup de candidats intéressants. Ce qui a démarqué Isabelle, je pense que c'est son expérience. Son expérience, elle a entrepris, elle a ouvert des restaurants, elle a travaillé dans le domaine comme propriétaire. Elle a aussi travaillé pour une firme, elle a fait de l'événementiel chez L'Oréal Québec? Canada. Donc, elle a quand même une belle vision d'ensemble. Puis elle a l'expérience aussi dans le privé. Et puis, elle a travaillé sur la mise sur pied de Venise sur le lac. Donc, toute la gestion de la restauration, de l'hôtellerie, les clubs de golf. Elle a une belle connaissance de notre région, ce qui est un atout. Puis elle nous a fait une très belle présentation. Son pitch de vente était très bien, puis elle a su vraiment dénoter les problématiques dans notre région, sans nécessairement être
être à l'intérieur de ça. Donc, elle nous a impressionnés. On veut un bout du pitch. Ah! Qu'est-ce que vous leur avez dit? On ne peut pas vendre la mèche comme ça. Non. C'est des projets futurs. Non? Grosso modo, en gros, quel est le bilan que vous tracez actuellement de par votre expérience, oui, récente avec Venise sur le lac, mais des besoins futurs du tourisme ici dans la région? Écoutez, ça fait seulement une semaine que je suis en poste. J'ai quand même eu le temps de rencontrer pas mal d'acteurs touristiques du milieu et je continue dans la prochaine semaine. Je trouve que le Haut-Richelieu, c'est une magnifique région. Les produits d'appel et les services sont très bien développés. Il y a encore du travail à faire. Ce qui manque beaucoup, je trouve que c'est... d'abord, on sait que le contexte saisonnier, c'est toujours une problématique. Ce qui manque beaucoup, à premier aperçu, c'est vraiment de la mise en valeur, de la commercialisation, de supporter les entreprises là, dans la forfaitisation, le maillage, de vraiment que les entreprises apprennent à travailler ensemble, que nous, on apprenne aussi à travailler en concertation avec les acteurs du milieu un peu plus, vu les changements de structure d'autant plus, pour vraiment maximiser là, nos ressources. Là. Donc, c'est vraiment au niveau de la mise en valeur et de la commercialisation que je compte travailler cet été, à court terme. Puis à long terme, c'est sûr que mon pitch de vente proposait des projets d'envergure, donc d'attirer des nouveaux promoteurs touristiques, là, surtout le long de la rivière Richelieu, pour mettre nos plans d'eau en valeur. Donc, c'était sur ça qu'était basé là, mon projet, un projet d'envergure et innovateur. Donc. Quelle est la commande que vous avez passée à Isabelle? En fait, la première commande, c'est sûr que là, on a des livrables. On a une saison qui est déjà entamée. On a le 350e. On a beaucoup d'activités dans la région. Donc, c'est sûr qu'à court terme, on a des livrables. Donc, on lui a demandé une planification à court terme pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a présentement. On ne veut pas réinventer la roue cette année. On va prendre ce qu'on a puis on va essayer de le valoriser. On va le valoriser. Il y a des belles choses d'ailleurs qui se sont faites. C'est juste la mise en marché de ça, de quelle façon on peut le faire, de quelle façon qu'on peut vendre notre région, de quelle façon on peut retenir les gens aussi qui vont venir parce qu'on ne va pas se faire des cachettes. Avec le 350e, il y a beaucoup de publicité qui se fait autour de ça. Les gens vont venir dans la région. Il faut avoir quelque chose à offrir pour les retenir de chez nous. Et puis, c'est le moyen aussi de vendre les différentes régions en péripétie. On parle de Saint-Paul-les-Launois, de Venise en Québec, on parle de la Colle. Il y a des endroits intéressants à visiter dans cette région-là. Ouais. Le défi ici, il est un peu sur plusieurs facettes parce qu'il y a une proximité avec Montréal, ce qui est avantageux parce qu'il y a une masse de population. En même temps, ici, c'est un peu difficile parfois de développer des nuitées, on le sait, parce que les gens habitent à proximité. On n'est pas la Gaspésie, on n'est pas le Bas-Saint-Laurent, donc c'est un peu plus difficile de ce point de vue-là. En même temps, il y a la frontière américaine aussi, donc il y a un autre bassin de population. Comment on réussit à mettre à profit, dans le fond, ces avantages-là? Ce sont des avantages, mais comment on réussit à les tourner à notre avantage à nous? Je peux répondre du mieux de ma connaissance. En fait, j'ai l'impression qu'il faut créer avec l'ensemble des produits qu'on a, des produits d'appel peut-être saisonniers, qui permettraient de créer des expériences. Là, la tendance touristique est beaucoup à l'expérience authentique, donc par la forfaitisation et le maillage entre les entreprises, d'arriver à créer des circuits, des forfaits qui dureraient plus qu'une journée pour garder les gens en hébergement, pour que nos hôteliers en profitent un peu plus et que l'ensemble des entreprises. Donc, à ce moment-là, on pourrait aller vendre des produits plus puissants pour aller chercher des clientèles plus éloignées. Comme ça que je le vois. Les circuits vélos, les randonnées à pied. Il y a aussi la voie navigable. Donc, c'est d'utiliser ces vecteurs-là pour garder les gens, proposer des circuits comme elle disait, agrotouristiques, par exemple, pour justement être capable de les garder dans la région plus longtemps. On faisait tantôt référence à l'exemple de Venise sur le lac, qui est un projet intéressant qui a pris naissance après les inondations. Curieusement, c'est comme si, après les inondations, ça a permis à Venise de se sortir un peu de sa torpeur. Pourtant, Venise est un bel exemple parce qu'il y a un potentiel récurotouristique incroyable. Tout le monde le sait depuis 25-30 ans. Le maire Landry, qu'on a reçu ici à l'émission plusieurs occasions. Parlez-nous un peu de l'expérience de Venise sur le lac que vous connaissez bien pour l'avoir dirigé ces dernières années. En quoi on peut s'inspirer du succès, même si le succès est assez court dans le temps, comment on peut s'en inspirer?
Bien, je vais aller encore dans le sens du tourisme d'expérience. À Venise, on a une auberge, un bateau de croisière, quelques restaurants et tout le reste là, qui sort de Venise sur le lac, le golf, les pistes piétonnières. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher, de construire, de créer des produits, des forfaits. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on est allé dans le forfait saisonnier beaucoup. Donc, de créer des forfaits d'hiver, de printemps, d'été, d'automne qui mettent en valeur tous nos produits dans la région et même plus éloignés. On a travaillé beaucoup avec Missisquoi et le Haut-Richelieu pour développer des produits qui seraient plus complets, plus global. Donc, pour aller chercher des touristes un peu plus éloignés. La clientèle est très disparate, on peut dire. Il y a beaucoup de clientèle de Montréal, mais on avait aussi une belle clientèle américaine, puis c'est ce qu'il faut développer avec l'avantage actuel de la monnaie. Là. Donc, mais au niveau... Parce qu'il y avait un autre aspect aussi qu'on avait tenté de développer ces dernières années avec une certaine réussite. C'est parce que oui, on parle beaucoup du saisonnier. Bon, la période printemps, été, automne, on sait qu'il y a des festivals à travers ça, des montgolfières, festival nautique qui revient à Saint-Paul. Bon. Mais au-delà de ça, de septembre à juin, mis à part les pommes et les cabanes à sucre, là, certains parlaient d'événements sportifs. Le tourisme, et pourtant, on le sait, quand il y a des compétitions où ça amène des 500, des 1000, des 2000 personnes dans la région, ça, c'est un... Puis on a des installations sportives qu'on pourrait se servir davantage. Est-ce qu'il y a là aussi une certaine pointe? C'est ce que j'allais dire. De ma vision pour revenir sur le lac, c'était beaucoup aussi une destination de groupe. On a beaucoup développé... avec les croisières, c'était facile d'aller chercher des groupes, là, soit d'aînés, soit des clubs sociaux. Donc, si on transpose à la région ici, c'est sûr que de développer le tourisme d'affaires, sportif, événementiel, ça va être super important pour le développement touristique de la région. Prends un exemple comme l'événement Etsy qu'on a eu ici. C'est un bel exemple, ça. C'est un bel exemple. Où on amène du monde de l'extérieur, donc ça fait une différence. Oui, il faut y croire. Puis je pense que le gros de ce sujet-là, on avait parlé avec les loisirs. Je suis allée à une conférence à Victoriaville. Victoriaville, ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour héberger les gens. Il y avait 600 personnes qui étaient à cette conférence-là. Ça débordait. Mais je me dis qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on peut faire la même chose. Puis je suis persuadée qu'il y a de l'hébergement en périphérie. Je n'ai pas dormi à Victoriaville quand je suis allée. J'étais dans une ville à côté. Puis c'est justement ça, c'est de prendre la possibilité, l'hébergement qu'on a, que ce soit à La Colle, que ce soit en Venise, en Québec, que ce soit à Saint-Paul-et-Lolo. Moi, je suis persuadée qu'on est capable d'héberger ces gens-là en ayant des conférences de grande envergure dans notre ville. C'est un peu ce que je disais au début. Donc, dans le fond, il y a de multiples facettes. On ne peut pas miser sur une seule chose. Il faut miser sur un ensemble de facteurs, compte tenu de la distance, compte tenu des événements, compte tenu des cibles et de la durée dans l'année. Donc, on a des produits focus. Comme Mélanie disait tantôt, c'est sûr que l'agroalimentaire, le cyclotourisme, tout ce qui est nature et plein air, l'histoire et le patrimoine cette année, d'autant plus avec le 350e, c'est des créneaux qu'il faut développer. Le côté nautique est hyper important avec la rivière. Donc, c'est développé par créneaux et le tourisme d'affaires en fait partie. Puis la saison hivernale, c'est sûr que c'est plus difficile avec les hivers qu'on a avec les changements climatiques. Par contre, il demeure que nos pistes cyclables, l'hiver, c'est des pistes de skidoo, c'est des pistes de 4 roues. On peut facilement développer aussi la France, aller chercher une clientèle européenne pour venir ici, c'est très recherché. Je pense qu'on a ce potentiel-là aussi avec toutes les terres et toutes les ressources touristiques qu'on a dans le milieu. On a un potentiel. À vous deux, merci beaucoup. Alors, bonne chance, bon mandat. Merci bien. Chez Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une activité du nom de Arto Musique. Salut, ici Alexandre Baudouin. Vous savez, on a avancé l'heure en fin de semaine, ce qui veut donc dire que le baseball arrive à grands pas. Et on en parle cette semaine avec Daniel Bellil, président de la Ligue de baseball majeure du Québec, et Olivier Côté, directeur général des Pirates Maçonnerie Bro Conseil. Ne manquez pas ça.
normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Une nouvelle série de spectacles est maintenant présentée au public, Arto Musique. On en discute avec Carole Ménéghel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Qu'est-ce que c'est Arto Musique? Oui, bon, on a discuté ensemble, Robert, Laine et moi, les associés d'Apollonia, une maison de production joannaise. On discutait avec le directeur d'Arto, Gilles Gemme, on trouve qu'il y a un manque à Saint-Jean, que finalement, on manque de maisons de la culture ou de centres culturels ou un endroit qui présente des spectacles culturels, par exemple de la musique de chambre et tout ça. On s'est dit, bon, il faudrait faire quelque chose pour pallier ce manque-là. Puis, on a proposé à Gilles cette série-là de spectacles, un spectacle par mois, qui a lieu les mercredis soirs à 7h30. Ça coûte 10 $ pour les gens qui achètent d'avance, 12 $ à la porte. Donc, il n'y en a pas l'été. Et c'est des spectacles musicaux de style complètement différent chaque fois. Donc, vraiment pour apporter aux gens des éléments culturels qu'ils ne trouvent pas ailleurs, que l'Aspect n'offre pas, par exemple. Donc, Arto nous donne la salle gratuitement pour faire ce projet-là. Bon, parce que ça, c'est intéressant. Le Arto, qui, depuis quelque temps maintenant, est au 37 de la rue Saint-Jacques, donc à côté de l'ancien Beethoven, là, pour les plus vieux. Donc, cette salle, en fait, il y a la vitrine, mais à l'arrière, il y a une salle qui est quand même assez grande, qui permet toutes sortes d'activités, là. En fait, elle peut accueillir 100 personnes. C'est quand même beaucoup, là. Oui, et c'est une belle scène. C'est très joli. Le son est même très bien. Donc, c'est un bel endroit pour présenter toutes sortes de spectacles. Alors, mais c'est ça. Et donc, la première représentation va se tenir le mercredi 23 mars à 19h30. On dit quand le violon charme les instruments exotiques. Qu'est-ce que c'est? Bon. En fait, c'est Robert et moi qui accueillons le public avec ce premier spectacle. On l'offre tout seul, tous les deux. Parce que le concept un peu de la série, c'est que nous, on est comme en résidence. Alors, on est présent dans à peu près tous les spectacles, soit les deux ou un des deux, et avec généralement des artistes invités. Et la raison pour laquelle on est présent, bon, premièrement, c'est sûr qu'une coopérative veut encourager ses membres, ça c'est sûr, mais c'est surtout pour des raisons financières, parce que pour cette nouvelle série-là, on a 0 budget. Bien sûr, on ne peut pas débloquer des fonds qui n'existent pas. Donc, on a des artistes invités qui sont extrêmement prestigieux. Ce n'est pas du tout de la découverte ou des gens débutants, c'est vraiment des gens de carrière excellents. Vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. Donc, pour payer ces gens-là, bon, il y a les billets à l'entrée, mais c'est sûr qu'avec 100 $, c'est-à-dire 100 places, on ne peut pas amasser beaucoup de fonds. Alors, s'il manque d'argent pour payer les musiciens, Robert et moi, on donne nos cachets pour permettre ces concerts-là. Donc, c'est ça. On fait ce geste-là parce qu'on... Parce que vous y croyez, là. Oui, on a une vision. On aimerait qu'un jour, justement, qu'on réalise qu'il y a une demande à Saint-Jean pour ce genre de spectacle-là, que les gens sont peut-être tannés d'aller dans d'autres villes pour voir de la musique de chambre, par exemple. Et pour le spectacle d'inauguration, d'ouverture, le 23 mars, donc musicalement, à quoi les gens doivent-ils s'attendre? Ilenka, c'est assez particulier. C'est un spectacle multimédia. Donc, quand le violon charme les instruments exotiques, donc il y a du violon, mais il y a plein d'autres instruments exotiques, surprenants, des instruments que la plupart des gens ne connaissent pas du tout, qui vont découvrir. Alors, il y a un petit volet pédagogique en même temps. Et il y a des projections, il y a des éléments de théâtre, de l'humour, des émotions. Je dirais que c'est une expérience en soi. Et c'est des compositions, les œuvres qui sont présentées. Et là, vous êtes au violon principalement? Oui, presque exclusivement. Et Robert est multi-instrumentiste. Oui. Robert, il joue de tellement d'instruments qu'on ne peut pas les énumérer, c'est trop long. Bon, donc ça, c'est pour le spectacle d'ouverture le 23 mars. Mais donc, comme vous l'avez dit tantôt, c'est un spectacle par mois. Donc, je présume qu'au mois d'avril, il y aura aussi une autre représentation. Donc, le 13 avril, l'ensemble Lux Musica. Ça, c'est de la musique ancienne. Alors, il y a la flûtiste à bec Brigitte Lamontagne, qui est joannaise, qui est d'ailleurs la directrice de l'École de musique Jocelyne Laberge à Saint-Jean, qui est une virtuose de la flûte, qui a fait des tournées en Europe, un peu partout.
Et il y a aussi le guitariste Pascal Valois, un Montréalais qui a un doctorat en musique, rien de moins. Et lui aussi fait des tournées constamment en Europe, aux États-Unis, au Canada. Vraiment des musiciens d'immense talent. Moi, je vais jouer du violon de cet ensemble. Robert va jouer des percussions. Alors, on présente des musiques médiévales, Renaissance et baroque, Donc, sur ça, instruments anciens. Pour le 13 avril. Oui, toujours 7h30, en passant des concerts d'1 heure. Donc, même si c'est le mercredi, c'est pas long, les gens sont chez eux assez tôt le soir, tout ça. Et par la suite, on se porte donc au mois de mai. Oui, Danza. Danza, ça c'est de tango et musique tzigane. Alors, Robert et moi, Robert avec toujours tout plein d'instruments, moi toujours au violon, avec Mélanie Barney au piano. Alors, un mélange de tango, passion, de pièces passionnées et de musique tzigane très festive et très virtuose. Ça, c'est vraiment assez party comme spectacle, même si c'est culturel. Et Mélanie Barney, c'est une grande artiste du piano, de l'orgue. Juste pour vous donner un petit exemple, cette année, j'ai écrit pour ne pas en oublier, cette année, elle va se produire en Chine, en France, en Italie, au Luxembourg et en Angleterre. Cette année seulement. Et donc, quelle est la date prévue au mois de mai? 11 mai. Le 11 mai. Oui. Et par la suite, il y a aussi une autre représentation en juin. Le 8 juin, ça, c'est assez différent. Les grands succès du rock de 1969 à nos jours. 5 musiciens. Et là-dessus, je troque le violon pour le violon électrique. Donc, Est-ce que c'est différent à jouer? C'est en quoi ça... Bien, déjà, il y a 6 cordes, le mien. Donc, habituellement, ça a 4 cordes, un violon. Alors, il y a beaucoup de notes de plus qui n'existent pas, beaucoup plus graves que le violon traditionnel. On peut obtenir les notes jusqu'au violoncelle. Donc, c'est particulier. On peut mettre des centaines de sons différents. Ça peut sonner comme une guitare électrique, comme plein d'autres instruments. Et vous aimez ça, jouer le violon électrique? Ah, j'adore ça. Ah oui, j'aime beaucoup. Moi, j'aime tous les genres de musique. Donc, dès que c'est de la qualité, j'adore ça. Donc, le 8 juin, c'est donc un spectacle davantage rock. Oui, c'est vraiment rock, sauf que ce sont des versions revisitées. Hein, oui. Mais les gens vont très bien les reconnaître avec batterie, guitare, clavier, basse électrique. Encore là, des musiciens de très grand renom, notamment notre batteur, c'est le percussionniste de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Je pourrais vous dire le cursus de chacun des musiciens, mais à 5, c'est un peu long, là. Mais les gens, ce spectacle est entendu. On m'en parle beaucoup de ce spectacle-là. Je suis sûre que... Donc, pour le 8 juin. Oui, je pense que la salle va être pleine ce jour-là. Par la suite, la série fera relâche durant l'été. Oui, et on revient à l'automne. Donc, on revient le 28 septembre. Émotion poétique et musicale. Robert et moi, en tant que musiciens, on va unir nos forces avec Carole Renaud, une poète. C'est une poète parisienne qui vit ici depuis plusieurs années. C'est une poète d'un talent exceptionnel. Je suis sûre que tous les gens de lettres de Saint-Jean vont complètement adorer ce qu'elle fait. C'est impressionnant, vraiment. Et le mélange avec la musique, ça fait comme un grand voyage. Et il y a des projections à l'écran aussi. C'est vraiment beau. Très beau spectacle. Et est-ce que votre programmation est établie même au-delà du 28 septembre? Avez-vous... Tout est prêt déjà. Vous êtes... La plupart des spectacles ont déjà été présentés ailleurs. La plupart. OK. Lux Musica, non, ça va être la première fois. La musique ancienne. Le rock, ça va être la première fois aussi. Les autres ont déjà été présentés. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à l'automne? Le 26 octobre, Robert Laine en solo, flûte et percussion amérindienne. Ça, c'est vraiment un spectacle où Robert va démontrer à quel point il est capable de jouer de beaucoup d'instruments. Et ce sont des compositions vraiment style musique amérindienne tout au long. C'est assez particulier. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent un dépaysement total et des musiques magnifiques composées par Robert. Bon, et qu'est-ce qu'on a en novembre ou décembre? Bien là, c'est les plus belles musiques classiques du cinéma, violon et piano. Donc, les gens, la plupart des musiques, les gens les connaissent, mais ce sont des musiques classiques du cinéma, pas les musiques populaires, parce qu'on a déjà fait des concerts de musique populaire du cinéma. Donc, je pense que tous les gens qui aiment la musique de film vont être ravis avec Mélanie Barney au piano. Ça, c'est pour le mois de novembre. 23 novembre. Le 23 novembre. Et ça, c'est fini 2016. Alors, on espère que les gens vont avoir beaucoup apprécié la série et qu'il va y avoir 2017. Et notre rêve, ce serait qu'en 2017, Robert et moi, on soit là juste 1 ou 2 fois, puis le reste du temps, ce soit tous des artistes invités. Donc, c'est vraiment le lancement d'une nouvelle série
qui s'appelle Arto Musique, Ouais. présenté une fois par mois, le mercredi à 19h30. 12 à l'entrée ou 10 si on achète les billets à l'avance, c'est C'est bien ça. ça. Avec une capacité de 100 personnes dans la salle de chez Arto au 37 de la rue Saint-Jacques. Évidemment, tout le détail dont on vient de discuter va être disponible, je présume, chez Arto ou probablement sur le site Internet. Mais les billets sont en vente, bon, déjà, bien sûr, là, chez Arto. Ils peuvent aussi être réservés au 450-741-4494. Ça, c'est chez la maison de production en Polonia. Donc, si les gens veulent se les procurer en main propre, chez Arto directement. Donc, nouvelle série Arto Musique. La première, c'est mercredi, le 23 mars à 19h30, quand le violon charme les instruments exotiques. Donc, on vous invite bien sûr à aller faire un tour et à participer à cette nouvelle série d'Arto Musique au cours des prochains mois. Merci beaucoup, puis Merci bonne chance. infiniment, C'est un beau Éric. projet. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche le 27 mars, c'est un brunch pour célébrer le 30e anniversaire du chœur d'Orémy. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb du côté d'Iberville. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, dans le fond, on fait la captation du conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, avec un tournage, on produit 2 émissions sous des extraits qu'on vous présente via cette émission. Et la grille horaire est à l'écran. À chaque dimanche matin, c'est le Télébingo. Il ne faut pas manquer ça. C'est à 9h30. C'est en direct. Il y a 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Dans tout le territoire où l'on diffuse d'ailleurs. Et pour avoir la liste, vous pouvez téléphoner ici. Vous faites le tvhr9.com. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Si vous désirez, bien sûr, nous écrire, vous avez les coordonnées postales. Mais également, si vous désirez m'écrire, c'est plus facile et plus rapide par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet également pour voir ou revoir les entrevues que vous avez manquées. Vous pouvez également nous suivre, nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 17h, 23h, 1h30 la nuit. C'est en rappel le lendemain matin également à 10h. Et aussi, nos 5 émissions vous sont présentées en rappel le dimanche, à tous les dimanches, de 16h à 18h30. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.